Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Juste Milieu pour un nouvel épisode de Ça discute avec. Et aujourd'hui, une figure que vous connaissez de toute évidence, c'est le confrère youtubeur Georges de la chaîne de Georges. Tu t'es quand même pas fait chier sur le nom, mais au-delà de ça, quel plaisir de te recevoir. Comment vas-tu, cher Georges ? Eh ben écoute, ça va et toi? Je prends assez personnellement la pique sur mon nom, venant de la part de Rémi, c'est quelque chose, hein. Ouais, c'est sûr que sur les noms de chaîne, Juste Milieu, la chaîne de Georges, c'est pas la réunion marketing où on a mis le plus de temps. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Alors, le brainstorm était rapide. C'est clair, c'est clair. Alors, un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est vrai que t'as une ascension fulgurante, là, ces derniers mois avec ta chaîne qui grandit très très vite. Tu proposes des sujets assez varié finalement. Moi, une vidéo qui m'a touché en plein cœur, une vidéo que t'as faite sur la figure du beauf, et j'ai trouvé ça vraiment très très chouette, et des vidéos plus contextuelles, dans des contextes plus lourds comme aujourd'hui. Je renvoie bien sûr nos spectateurs vers une vidéo récente que t'as faite sur le conflit Israël-Palestine, qui est vraiment bien faite. Et avant toute chose, avant de parler de différents sujets avec toi, est-ce que tu peux nous raconter justement cette aventure qui t'amène aujourd'hui à cette chaîne YouTube? T'as fait beaucoup de choses, je crois, déjà. Ouais, alors merci Rémi de me recevoir. Rémi est son nom de merde. Non, j'ai commencé à Valeurs Actuelles comme beaucoup ont pu le constater. J'étais journaliste à VA+. Et ensuite, j'ai très vite basculé dans le monde médiatique avec j'ai été journaliste au Livre Noir. Et ensuite j'ai lancé ma chaîne YouTube de manière un peu fortuite. Je me disais, je sais pas pourquoi je le fais, mais bon, je vais le faire, on verra si ça marche bien. Et puis de fait, ça marche assez bien. Donc je suis assez content du résultat. Et voilà. Et du coup, depuis un an, je suis sur ma chaîne et ça marche bien. Les gens kiffent. J'ai l'impression d'apporter un truc un peu nouveau. Dans le paysage de YouTube français, ni complètement faf, ni complètement gaucho, un truc un peu critique de l'actualité, donc voilà. Et t'as une formation de journaliste, c'est ça au départ, hein. T'es vraiment du métier, quoi. À la base, bon, du métier, non, j'ai pas bu du sang d'enfant, pas encore. Non, en fait, à la base, j'étais en sciences politiques. Okay. Je me suis spécialisé sur la géopolitique des conflits et ouais, après j'ai poursuivi dans le journalisme, un peu de marketing pour ensuite apprendre sur le tard en fait j'ai plus appris dans mon métier de journaliste les matins en réunion dans le conseil de direction médiatique que en cours à Sciences Po. Okay. Voilà, important de le rappeler. Toujours ce rappel plus que nécessaire. non mais c'est vrai parce qu'en fait c'est très pompeux comme études, et en fait tu te rends compte que en sortant de ces études tu sais pas faire grand chose. Ouais. Et en fait t'apprends énormément en faisant de toi-même ce que tu voulais faire, en étant proactif plutôt qu'en posant ton cul sur une chaise en écoutant des mecs, quoi. Ouais, c'est sûr que oui, c'est la logique du faire, c'est comme toutes les études qu'on peut faire, c'est la pratique qui fait la différence, et souvent les stages sont plus précieux que ce que tu peux apprendre en cours, quoi. Bah ouais. Ça c'est clair, c'est clair. Et donc aujourd'hui, donc dans tes études, t'as suivi un peu des études autour de la géopolitique. Forcément aujourd'hui le contexte, on y vient en premier grand volet des discussions qu'on va avoir aujourd'hui. Quel regard tu portes sur l'évolution, hein? On est le 2 novembre au moment où on enregistre, donc tout va tellement vite que peut-être que quand la vidéo va sortir, il sera passé d'autres choses. Quel regard tu portes un petit peu sur tout ce qui se passe aujourd'hui, et aussi sur le traitement médiatique qu'on a en France, qui est une sorte d'immense fanfare qui déroule sa musique, qui est assez sidérante, où on passe de l'avis d'Enrico Macias à Dominique de Villepin et Apolline de Malherbe qui essaie de lui mettre une branlée de manière assez lamentable. On sait plus comment faire. En fait, il y a plusieurs sujets. Le contexte géopolitique en lui-même, il est relativement inquiétant, même si je pense pas qu'il soit aussi apocalyptique qu'on essaye de nous faire croire. Les puissances régionales qui sont acteurs du conflit au Moyen-Orient sont parfaitement responsables et savent exactement ce qu'elles font. Je sais que récemment, je crois que c'était avant-hier, le parti Houthi du Yémen a déclaré entre guillemets la guerre à Israël. On sait que le parti Houthi soutenu évidemment par l'Iran, par le chiite d'Irak. Donc en fait, on voit que c'est en train on voit qu'il y a
entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais il y a l'espèce de civilisation musulmane qui est en train de se mettre en branle contre eux, qui apparaît comme étant la civilisation judéo-chrétienne. Et c'est justement, je pense, ce conflit entre guillemets de civilisation qui est en train de s'importer sur notre sol. Et c'est pour ça que je pense qu'on retrouve un peu des soutiens en France, que ce soit de la Palestine, de manière plus extrême du Hamas, et à l'inverse des soutiens israéliens, voire carrément pro-sionistes. Je pense que c'est surtout ça, mais je suis pas aussi j'étais beaucoup plus inquiet, pour tout te dire, lors de l'invasion russe en Ukraine. D'accord. Là, je pense que c'est juste une résurgence d'un conflit qui dure depuis 60 ans. Alors évidemment, la cruauté a passé un cap avec le 7 octobre, avec l'attaque du 7 octobre, parce que là, on a vraiment commencé à on a touché des civils sans distinction, alors qu'on sait que les roquettes du Hamas touchaient assez peu les civils, que ce soit à Tel Aviv ou à Jérusalem, on touchait assez peu les civils. Là, c'était vraiment une attaque sur des civils. Donc, je pense que dans la société israélienne, parce qu'il y a aussi une discussion à avoir sur la société israélienne elle-même. C'est ce dont j'essaye de parler dans mes vidéos. C'est qu'en fait, on voit Israël comme un grand bloc monolithique, tout comme on voit les pays comme la Turquie ou l'Iran comme des blocs monolithiques. En fait, elles sont composées, c'est très hétérogène comme société. Et la société israélienne, je pense que là, pour la société israélienne, on a passé un cap le 7 octobre. Mais pour la société française, je pense qu'il n'y a pas de danger dans les jours à venir, si ce n'est des soutiens du Hamas et de la Palestine qui pourraient passer à l'acte en France. Ouais, effectivement, beaucoup de rappels précieux par rapport à tout ça. Et sur le traitement médiatique qui est fait, comment tu te positionnes par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on a des tournures de phrases, il y a des formulations qui, en tout cas à titre perso, me semblent assez sidérantes, parce que des décennies depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis la fin du communisme, à dire plus jamais ça, à développer des grandes organisations pour militer pour la protection des civils, pour le fait d'encourager les cessez-le-feu dans toutes les situations, dans tous les contextes. Ouais. Et là, aujourd'hui, on voit des gens qui, dans nos médias français en tout cas, arrivent et expliquent clairement que bon, il faut faire, je paraphrase ce qu'a dit Caroline Fourest, faut quand même faire la distinction entre crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc on en est là, et on a des gens comme Enthoven qui vous disent, bah vous savez, le cessez-le-feu, pour l'instant la question ne se pose pas. Donc c'est assez fou en fait, tous ces grands penseurs qui se sont succédés, d'Arendt à d'autres, pour en arriver à aujourd'hui des réflexions sur finalement un cessez-le-feu qui ne serait pas absolument nécessaire pour l'instant. Mais il y a un paradoxe dans les médias français qui consiste à être pacifique la plupart du temps, et sur certains conflits en particulier à être particulièrement belliciste. Et en fait, c'est pas très étonnant, parce que on a l'impression de découvrir ça avec le conflit israélo-palestinien, mais en fait c'était déjà le cas pendant le conflit en Ukraine. Le conflit en Ukraine, on nous disait qu'il fallait être pacifiste en France, et inversement, je pense à notamment des mecs comme Mathieu Kassovitz qui disait que vive le nationalisme ukrainien, qui disait qu'il était prêt à envoyer des enfants, bon pas les siens, mais des enfants, aller mourir en Ukraine. Donc en fait, ouais, il y a une espèce de double discours médiatique qui consiste à vouloir la paix dans des conflits qui sont désintéressés, et puis dès lors que le conflit devient où on est partie prenante dans le conflit, on refuse le cessez-le-feu et on est prêt à envoyer des gamins se faire tuer. Donc, et je parle des deux camps, hein, parce que du camp israélien comme du camp palestinien, que je mets pas sur le même plan, encore une fois. Hein, le Hamas n'est pas l'État d'Israël, et inversement, c'est deux logiques différentes, et une logique terroriste et une logique d'État souverain, je pense. Après, ça c'est mon avis. Mais oui, on voit que les velléités de guerre dans l'esprit humain réapparaissent dans des conflits comme ça. Ouais, après, est-ce que, alors c'est un débat intéressant à avoir, est-ce qu'on n'a pas non plus un double discours très orwellien, où si tu veux, on voit des gens qui tombent le masque de par le contexte, parce que, par exemple, je pense à Julien Audoul, c'était ce week-end ou en début de semaine, qui sur CNews parle de dommages collatéraux concernant les pertes de civils côté palestinien. Ouais. Si on avait dit ça, si lui, du RN, avait dit ça au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, et de dire, bon, vous savez, les civils ukrainiens, bon, ce sont des dommages collatéraux, mais
qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu dans les médias? Donc on voit aussi ce double discours qui s'effondre aujourd'hui, où des gens qui n'auraient clairement pas pu tenir ces positions au moment du conflit Russie-Ukraine les tiennent aujourd'hui dans un silence assez confondant. On peut penser dans un autre registre à Guillaume Meurice qui se fait déchirer. Alors c'est marrant parce que tout le monde se prend les pieds dans le tapis de ceux qui étaient Charlie et qui aujourd'hui le sont, mais ça dépend quand, et de tous bords, hein, là pour le coup. Donc on voit des choses qui sont quand même très dissonantes et ça se voit quoi, assez grossièrement. Ouais. Alors sur Guillaume Meurice, j'ai fait une vidéo hier. En fait, il y a plein de facteurs à prendre en compte dans cette blague. Alors moi je suis un pro liberté d'expression à tout va. Moi je suis pour qu'on clash tout le monde, les juifs, les musulmans, les français, tout ce que tu veux. Les trois sont français, on est d'accord. Mais enfin bref, je suis vraiment pour que la liberté d'expression règne un peu sur le modèle américain. Maintenant, c'est vrai que voir Guillaume Meurice qui a appelé la censure depuis 10 ans de tout ce qui était de près ou de loin français, blanc, hétérogenre, cis.html, sans distinction pour le coup, et qui a fait son beurre sur le mépris de classe, le mépris des Français et sur la censure du petit peuple face à l'élite éclairée. Lui, le voir se prendre une censure en pleine gueule, franchement, ça me touche, mais très très peu. Tu vois, ça me touche très très peu. Et aussi, il y a tout un contexte géopolitique qui, je trouve, est un peu maladroit. Faire une blague surtout qu'en plus c'est la rhétorique qui est, alors c'est peut-être pas le seul groupe à l'avoir, mais c'est la rhétorique du Hamas, de dire que les Israéliens sont en fait des vrais nazis. C'est pour justifier justement les massacres qu'ils pourraient commettre ou qu'ils vont commettre. C'est cette rhétorique-là. Donc, il reprend un peu les éléments du discours de certains terroristes. Peut-être que c'est une blague, peut-être que c'est pensé réellement, peut-être aussi qu'il a des soutiens dans la France insoumise qui sont d'accord avec ce que fait le Hamas. On l'a fait avec Daniel Obono aussi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a eu beaucoup de une autre personne aurait fait cette blague, on n'aurait pas été gêné. Je pense que Guillaume Meurice a une position particulière pour faire cette blague. Ouais. Oui, c'est sûr que oui. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a un plaisir de fin gourmet à voir France Inter prendre un retour de flamme comme ça. C'est toujours assez plaisant. Une même chaîne. Et d'ailleurs, mais ce qui est fou, c'est que ce retour de flamme touche tout le monde. Parce qu'au fond, quand un autre humoriste sur France Inter, je me rappelle plus le nom parce qu'il était assez méconnu, avait invité Jésus à aller se faire enculer, fin de citation. Ça avait fait réagir à droite, à l'extrême droite, où du coup eux non plus n'étaient plus Charlie, et France Inter avait dit mais là on est Charlie. Enfin, c'est vraiment mais une pelote. Mais on attend, je crois que on attend avec impatience le moment où ils feront des mêmes blagues sur l'islam. Bien sûr. Mais là aussi il y a une mauvaise foi. Il y a une mauvaise foi assez sidérante parce que tout le monde autour de la table sait très bien que c'est plus dangereux et on l'a vu avec l'exemple de Charlie Hebdo. Donc il y a une mauvaise foi assez sidérante de choses qui tout le monde dit les choses à moitié en mobilisant l'affaire Charlie et jusqu'à des contradictions. Là encore on touche vraiment c'est du vacherin, il y a de la meringue. C'est Enthoven qui nous explique que Guillaume Meurice est dangereux. Donc voilà, on est dangereux et on a retrouvé il y a une de ses morales provisoires sur Europe 1 là, ses chroniques qui est remontée où il explique l'esprit Charlie et c'est vraiment là on est dans le double discours. C'est assez dingue. Bien sûr. Mais Raphaël Enthoven que je ne déteste pas particulièrement, Raphaël Enthoven a quand même fait dans les 20 dernières années sa carrière sur le fait que le Front National était un danger pour l'humanité de manière générale évidemment, mais surtout pour les minorités religieuses, notamment les juifs. C'était vraiment textuellement ce qu'il disait. Et il se retrouve aujourd'hui à devoir dire alors en fait non. Parce que ce qui menace réellement la communauté juive en France, c'est pas forcément Bernard, 52 ans, routier. Sauf que quand t'as fait 20 ans dans le système médiatique à dire l'inverse, c'est compliqué d'être cru aujourd'hui quand t'as un discours paradoxe. En fait, donc à un moment donné, il faut peut-être et ça, j'invite vraiment tous ceux qui ont tenu le discours médiatique ces 20 dernières années à se remémorer tous les moments où ils ont dressé des digues contre un ennemi imaginaire. Et sur tous les mecs qu'on créé, parce que j'entendais Julien Drey l'autre jour dire attention parce que c'est dangereux ce qui se passe. Ouais, mais d'accord, mais sauf que nous ça fait nous, je parle du camp national, ça fait peut-être 20 ou 30 ans qu'on alerte sur les dangers d'une nouvelle population qui pourrait être très dangereuse pour notre identité et qui pourrait mener à des violences contre nous en tant qu'individus, en tant que groupe national. Et on dit non mais attends, t'es facho, t'es blanc, va te faire enculer. Ouais, mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire maintenant quoi? T'as un discours inverse et tu commences à réadopter nos éléments de langage. Chiant.
Oui. Puis là encore, le masque tombe sur le rôle des médias, sur cette diabolisation. Alors déjà, le mot en tant que tel, j'ai toujours trouvé assez ridicule, mais on le voit aujourd'hui, les mouches ont changé d'âne, et c'est exactement ce que tu dis. Raphaël Enthoven sur C'est à vous, il y a 2 jours, qui compare quand même la France Insoumise à un groupe terroriste. Et qui le fait quand même avec un sourire de c'est une demi-vanne, on rigole, Enthoven en tournée bientôt à l'Olympia, et c'est assez sidérant. Et même ce matin d'ailleurs sur France Info, je me brosse les dents, c'est des choses qui arrivent de temps en temps, et sur France Info on nous explique France Info C'est des choses qui arrivent d'écouter France Info. Oui, et de me brosser les dents, mais je me brosse plus les dents que ce que j'écoute France Info, ça faut bien le reconnaître. Et parce que sinon j'aurais une très mauvaise hygiène muco-dentaire. Mais c'est vrai, et du coup on nous explique que le diable a changé de camp. Vraiment je cite la journaliste qu'il y a dans le matin sur Twitter. Mais c'est malheureux parce qu'en fait, moi j'ai aucune affinité avec la France Insoumise, hein, très loin de là. Mais je repère dans la diabolisation de la France Insoumise que le camp national a subi pendant 20 ans et ce dont il a souffert pendant 20 ans parce que c'est des gens sur le terrain qui y croient, qui sont meurtris quand on diabolise leurs candidats ou quand on diabolise leurs idées, et c'est des choses qui font mal, tu vois, sans vouloir faire dans l'émotionnel, mais quand tu te fais diaboliser à longueur de journée sur les plateaux TV et que t'es à 3 ou 4% de gagner l'élection au second tour, tu te dis putain, en fait c'est cette digue médiatique qu'on a construit artificiellement contre nous qui nous empêche aujourd'hui de faire gagner le plus grand nombre, alors même que démocratiquement je pense que sans la diabolisation ça fait longtemps que les idées nationales auraient pris le dessus. Donc je compatis pas, c'est un grand mot, mais je conçois qu'on puisse être révolté par la diabolisation, que ce soit de la France Insoumise ou du RN. Ouais. Après, je pense, pour contrebalancer peut-être un peu ce que tu dis, et tu me diras ce que t'en penses, ça ne part jamais de rien. Et c'est là où les médias sont quand même en position forte, c'est que l'antisémitisme d'extrême droite, il y a eu des cas, il y a eu des faits, il y a eu des actualités, voilà. Et comme la France Insoumise, mais c'est toujours une extrême minorité, quelques rares faits qui prennent le pas. Et aujourd'hui, on le voit parce que c'est allé tellement vite qu'il y a des choses qui sont montées en épingle de manière sidérante, quoi. Bien sûr, et c'est surtout la gestion de ces minorités-là au sein des groupes radicaux, que ce soit du FN ou de la LFI, qui en dit long sur le groupe en lui-même. Tu vois, quand Daniel Obono parle des terroristes du Hamas comme d'un groupe de résistance et qu'elle n'est pas évincée de la France Insoumise. Tu vois, ça c'est une forme de gestion qui est intéressante parce que je sais qu'à l'inverse, si au FN ou au RN plus récemment, on avait eu ce genre de discours, il y aurait eu évincement direct. Parce que justement, on tient à cette propreté médiatique. Ouais. Tu vois, c'est aussi la différence qu'il y a entre les deux groupes, je pense. Oui, c'est vrai que peut-être que la France Insoumise petit à petit, enfin la France Insoumise ou les partis qui suivront, parce qu'il y a quand même beaucoup de tensions actuellement, vont être peut-être plus rigoureux sur ces affaires-là, et typiquement des affaires Quatennens seraient traitées plus rapidement, quoi. Ça, j'imagine, si la machinerie médiatique se nombre. T'as vu son dernier match contre Ngannou? Ouais, contre Ngannou, pas mal, hein. Pas mal. J'ai bien aimé, ouais. Mais là, je crois qu'il y a en plus. Lui qui est bon musicien, il a fait un album de cover de Supertramp, je crois, en hommage à son passif. Ouais. Mais là, il organise un combat contre Bertrand Cantat. Je t'inviterai si tu veux. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que, putain, ouais, je suis pas très boxe, mais parfois j'ai de noirs désirs de regarder les sports de combat. Ça, c'est vrai. Oh là là, on est à l'aise aujourd'hui, ça me plaît ces échanges-là, avec un professionnel de la galéjade, que du plaisir. Alors, tu nous as amené naturellement, et on s'amène dans le débat à parler politique, et c'est chouette, quelle magnifique transition. C'est le deuxième grand volet de ce que je voulais aborder avec toi, cher Georges, aujourd'hui, sur Zemmour, le personnage politique. Maintenant, ça y est, on y est. C'est vrai que toi, t'as eu un engagement plutôt proche, hein, si je dis pas de bêtises, on a pu te voir sur le format Les Actus, c'est ça, sur la chaîne de Génération Z. Est-ce que, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? T'as vécu un petit peu la campagne de l'intérieur dans les coulisses ou... En fait, pour tout te dire, oui et non. En fait, je l'ai vécu surtout parce que je connaissais assez bien des membres de la campagne, que ce soit Stanislas Rigaud ou même d'autres personnes qui géraient l'aspect plus médiatique. Et on m'avait proposé de faire des petites vidéos en mode on résume l'actualité avec Baya Carla, et j'avais accepté, bien que j'ai des différends avec le programme de Zemmour. Je suis peut-être plus proche de celui de Marine, ou en tout cas j'étais plus proche à l'époque de celui de Marine, mais je me disais bon, ça peut être marrant. Et donc du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire, mais j'ai jamais été un militant en fait. Génération Z, j'ai toujours été proche, mais encore une fois plus humainement que politiquement d'Éric Zemmour. D'accord.
Et donc, aujourd'hui, quel bilan tu fais après cette campagne présidentielle de 2022? Avec du recul, est-ce que tu penses que c'était une bonne ou une mauvaise idée d'avoir un Zemmour en politique? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Je pense que pour lui, ça n'a pas été un super bon move de se lancer en politique. Parce qu'il avait un job qui était très confortable sur CNews. Il avait et même je pense qu'il avait une aura politique très importante et très intéressante. À une heure de grande écoute, il pouvait dire ce qu'il pensait, il pouvait dispenser un savoir politique qui n'était pas forcément connu de tous, une lecture de l'actualité qui pouvait amener les gens à se poser des questions sur le prochain ou la prochaine présidente. Donc ça, je pense que ça aurait été intéressant de rester là. Maintenant, ça a été aussi donc ça c'est pour les points entre guillemets un peu négatifs, même plus généralement il s'est fait. On a rarement vu quelqu'un. Je pense que la dernière fois que quelqu'un a été médiatiquement aussi attaqué, ça a été Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Il y a rarement eu autant une détestation autorisée qu'avec Éric Zemmour pendant cette campagne présidentielle. Maintenant, je pense que ça a été aussi une bonne chose qu'il se lance en politique parce qu'il a permis de mettre dans le discours médiatique, que ce soit parce qu'on l'a critiqué sur ces sujets-là ou parce qu'on a mentionné ces sujets-là, il a mis sur la table des thématiques qui sans lui n'auraient pas existé. Je pense au grand remplacement, je pense à à l'insécurité comme fait civilisationnel. Je pense à la position que devait adopter la France au niveau européen, même si sur l'Europe j'ai des divergences avec lui évidemment, mais il a remis l'identité française au cœur des débats électoraux. Et je pense que sans lui, la campagne présidentielle aurait consisté à un pour ou contre Ukraine ou pour ou contre Europe, ce que Macron nous préparait, et ce qu'il a d'ailleurs réussi au second tour à faire. Mais je pense qu'il a quand même, il a permis aux Français d'avoir l'opportunité d'entendre certains sujets, même s'il a fait 7%. Alors on dit ouais, c'est de la merde et tout, bah, comme un premier candidat, c'est pas mal. Faut pas déconner. Mais il a quand même permis aux Français d'entendre des notions et des thématiques qui étaient réservées à une aile radicale de la droite française. Et ça, je pense qu'on doit lui tirer notre chapeau pour ce fait-là. Oui, effectivement, sur ces débats, ça c'est vrai que ce que tu dis sur le côté cette campagne qui était pour ou contre l'Ukraine, on se rappelle quand même que l'émission sur TF1 du premier débat avant le premier tour s'appelait quand même Face à la guerre, quoi. Donc on avait quelque chose qui était complètement décorrélé de l'enjeu politique. Mais ça c'est ça. Excuse-moi, je te coupe, mais ça c'est un agenda médiatique qui est très très bien ficelé. Et là, il faut tirer aussi notre chapeau à l'équipe de communication, si ce n'est aux connaissances de Macron, pour avoir organisé cette campagne présidentielle sur ce thème-là précisément. Et n'avoir pas donné aux candidats en face l'opportunité de répondre, parce que je rappelle que Macron n'a pas fait campagne au premier tour. Il était vraiment dans un délire père de famille, c'est trop compliqué pour vous, allez vous faire enculer, débattez entre vous, moi de toute façon je serai président. Et moi j'aurais aimé entendre des candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen rappeler à Emmanuel Macron qu'il a vendu des armes à la Russie bien après le blocus européen. J'aimerais qu'on rappelle que le grand méchant Vladimir Poutine a été un partenaire diplomatique et géostratégique de la France après le blocus européen. J'aurais aimé que justement qu'on prenne Emmanuel Macron à revers de cette thématique-là en lui disant bah tu veux qu'on parle d'Ukraine et de Russie, on va parler d'Ukraine et de Russie. Est-ce que tu sais qui tu finances en Ukraine? Est-ce que tu sais où est-ce que vont les armes en Ukraine? Est-ce que tu sais que l'Ukraine est un pays malheureusement ou heureusement un pays qui est éminemment corrompu et donc du coup des livraisons d'armes en Ukraine finissent évidemment dans d'autres conflits. Enfin bref, j'aurais aimé qu'on parle à Emmanuel Macron de ces sujets-là parce que c'était lui qui avait voulu les mettre sur la table. Les candidats ont fait de la merde, je pense. Ça a été une des pires campagnes présidentielles de l'histoire depuis le 19e siècle. Donc, bon, bref. Mais toujours est-il que quand tu dis que cette campagne présidentielle a été que ça a été un plébiscite pro ou contre la guerre en Ukraine, je pense que ça a été orchestré électoralement et médiatiquement et que les Français sont tombés dans le panneau parce que les Français n'ont pas d'esprit critique sur ce qu'ils voient à la télévision. C'est quand même une défaillance mentale majeure, je pense.
Et en lien avec en lien avec cette campagne, c'est une question qui souvent rend grognon nos spectateurs pro Zemmour, mais je trouve ça intéressant de tenter le parallèle, voir ce qu'on peut en tirer, parce que mine de rien, quand on voit le personnage d'Éric Zemmour, on a une trajectoire extrêmement rapide. Alors certes, c'est quelqu'un qui est installé dans le milieu médiatique et littéraire, comme tu l'as dit, qui a une excellente place, qui a un écho incroyable sur CNews dans son émission avec Christine Kelly, mais on a aussi derrière un soutien médiatique et financier qui est celui de Bolloré. On a quelqu'un qui va être porté comme ça avec une présence médiatique folle, parfois à l'excès, avec des histoires dont encore aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, tout ça reste flou. On pense à la grossesse de Sarah Knafo en une de Paris Match. Depuis, est-il papa, n'est-il pas papa? Parce que la gestation chez les humains, ça reste 9 mois. Hein, donc après, peut-être chez les girafes, c'est davantage, je sais pas, mais chez les humains, c'est 9. Et donc, on a tous ces éléments médiatiques qui se sont mis en place, tout ce puzzle-là. Et au fond, est-ce que Éric Zemmour n'est pas un Emmanuel Macron d'extrême droite? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question, une question que je me suis moi-même posée. C'était est-ce que une personne qu'on entend est forcément le produit d'un système, enfin est forcément le produit du système? Oui et non. Je pense que oui, c'est le produit d'un système parce que c'est quelqu'un qu'on a voulu mettre en avant, pas forcément parce qu'il y avait des soutiens financiers derrière, mais parce que ça permettait d'avoir un épouvantail moral comme l'a été l'antifascisme à son époque. Donc on a porté Éric Zemmour sur le devant de la scène justement pour affirmer la détestation du personnage. Ça, je pense que c'est un élément à prendre en compte. Il n'a pas été mis en avant. Alors évidemment qu'il y a des soutiens financiers derrière, mais tout comme Emmanuel Macron, il y a des soutiens aussi. Je veux dire Bernard Arnault. Bon, et tout comme d'autres se financent différemment. Je pense que le parti de la France Insoumise est un parti qui est riche. Comment il est riche? Parce qu'il y a des adhérents. Où est-ce que va l'argent des adhérents? On ne sait pas. Combien de personnes qui votent à la France Insoumise? On ne sait pas. Donc c'est beaucoup plus opaque. Je pense qu'évidemment il y avait des soutiens financiers derrière Éric Zemmour qui lui ont servi, mais il y a eu aussi un rôle de la détestation médiatique dans la personne d'Éric Zemmour. Ça, je pense que c'est un sujet à prendre en compte. Et est-ce que c'est un Emmanuel Macron d'extrême droite? Oui et non. Je pense que ça l'est dans la mesure où il a été ultra médiatisé, peut-être plus qu'il n'aurait dû l'être. Maintenant, encore une fois, le jeu en valait la chandelle ou en valait le chandeleur, paix à son âme, parce que il y a quand même eu, je te dis encore une fois, des sujets qui ont été mis sur le devant de la scène grâce notamment à cette médiatisation. Donc, je pense que ça en valait le coup. Que cette médiatisation et même ce soutien financier en valait le coup. Oui, très très bonne vanne pour Chandler. Très 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 bonne vanne. Je note ça, c'est mon côté incroyable talent. Je te golden buzz sur ce coup-là. Non, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais cette proximité, elle est zinzin parce qu'on se rappelle quand même que Sarah Knafo, par voie de presse, avait reconnu le fait qu'elle s'était appuyée sur les fameux Macron Leaks qui avaient dévoilé les échanges de mails au lendemain, je crois, du premier tour de 2017, me semble-t-il, tous les échanges de mails de l'équipe de campagne de Macron, et Sarah Knafo avait dit bah oui, bien sûr, on reprend cette stratégie-là. Donc il y a eu une porosité qui était assez dingue quand même à bien des endroits. Tu parlais tout à l'heure de l'Union européenne. Je voulais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que ça a été à la fois l'un des grands manquements et l'un des piliers aussi de la campagne de Zemmour sur la question ukrainienne. Mais on a vu récemment dans la grande confrontation organisée par Livre Noir, on a vu Éric Zemmour face à Georges Kuzmanovic. J'ai trouvé, par aussi conviction personnelle, disons-le, que Georges Kuzmanovic avait été extrêmement pertinent et avait mis en lumière de grosses contradictions, à mon sens, qu'on peut trouver chez Éric Zemmour quant à la place de la France dans l'UE. Est-ce que, alors là encore, vas-y, je t'en prie. Non, mais je termine, mais tu parles, je parle. Vas-y, je t'en prie. Ah, je parle. T'avais le clignotant, vas-y. Non, mais en fait, moi aussi, je suis d'accord avec toi sur l'aspect européen. Je suis à des milliards d'années-lumière, ça fait loin, d'Éric Zemmour. Et sur cette grande confrontation, tu le notais très justement, j'ai aussi trouvé, moi de toute façon j'adore Georges Kuzmanovic, déjà parce que j'adore son prénom, et qu'ensuite je trouve ses positions sur l'Union européenne très très justes, tout comme celle du parti, tout comme celle de la position souverainiste en fait, sur l'Union européenne que je trouve particulièrement juste. Ça c'est le premier élément. Maintenant je pense que on fait un reproche à Éric Zemmour qui est un peu injuste. Je m'explique. En fait, quand Georges Kuzmanovic et Éric Zemmour débattent de l'Europe, ils ont l'impression de débattre de la même chose, sauf qu'ils ne débattent pas du même aspect de l'Europe. L'un, Georges Kuzmanovic, débat de l'Europe comme une entité administrative et
imposée par l'étranger aux Européens. Donc, ce qui est vrai, hein, et il a raison de débattre là-dessus. Et comme un pouvoir antidémocratique. Tout ça, c'est vrai. Ça, c'est Georges Clemenceau. Et quand Éric Zemmour débat de l'Europe, il débat de l'aspect civilisationnel de l'Europe. Et il a raison aussi, parce que il y a évidemment plus de liens entre un Français, un Allemand, un Espagnol qu'un Français, un Algérien et un Malien. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte. Et en fait, les deux ne se parlent pas parce qu'ils parlent pas de la même chose. Et je pense que si Georges Kuzmanovic parlait de l'Europe comme une civilisation européenne, il aurait des points d'accord avec Éric Zemmour. Et je pense qu'inversement, si on parlait de l'aspect antidémocratique de l'Union européenne à Éric Zemmour serait d'accord, parce qu'Éric Zemmour n'est pas fondamentalement antidémocratique. Il est pro-démocratie. Mais c'est vrai, et c'est là où je te rejoins, que il y a eu des manquements, mais même au RN, hein. Même au RN, où ça a beaucoup baltringué récemment sur la notion d'Europe, personne n'ose, mais encore une fois, c'est parce qu'il y a un discours médiatique derrière, personne n'ose s'attaquer à l'Europe, quand bien même des scandales éclatent. Alors je rappelle que c'était quoi, il y a 6-7 mois, il y avait des valises de thunes, d'oseille, qui avaient été chopées chez une députée européenne. Ouais. Bon. À un moment donné, on se réveille ou c'est comment? Tu vois, donc évidemment que cet aspect-là est absent dans le discours d'Éric Zemmour, mais peut-être qu'aussi il en a conscience, mais qu'il place ça en dessous, et il l'avait dit en discours, en dessous des priorités de sa campagne et de son engagement politique, parce que selon lui, la priorité principale c'est l'immigration, ensuite sécurité et ensuite Europe. Et Georges Kuzmanovic, c'est peut-être tout sur le même plan. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui organise l'insécurité, c'est l'Europe qui organise l'immigration, et c'est l'Europe qui organise le démantèlement de notre pays. Donc c'est évidemment des thématiques qui sont absentes de la campagne d'Éric Zemmour, mais en fait je pense que ces thématiques-là sont absentes de tous les partis, que ce soit de gauche ou de droite. Personne n'ose s'attaquer à l'Union européenne. Personne. Oui, c'est certain. Après, bon, on y viendra, je pense ensuite au syndrome Mélanie, si tu veux, de gens qui se construisent avec un discours alternatif pour finalement être peut-être encore plus pro-UE que les autres. Mais pour revenir à ce que tu dis sur Éric Zemmour, je trouve qu'il y a quand même, et surtout que je lui ferai pas le procès de l'inintelligence et de pas avoir capté la chose, mais il y a un tour de passe-passe qui est quand même très facile parce que ce qui aujourd'hui régit l'immigration en Europe, c'est pas la civilisation, c'est l'Union européenne. Donc, parler de civilisation, tout comme il en parle et il mobilise cette logique-là dans le conflit entre Israël et Palestine, je trouve qu'il y a un tour de passe-passe qui est très facile, qui rappelle d'ailleurs enfin, comment dire, c'est un piège rhétorique qui est de dire, en gros, vous êtes pour ou contre cette civilisation. Et là, il piège le débat. Et pour moi, c'est juste que il a tapé volontairement à côté parce qu'il savait qu'il était pris. Et je trouve que la civilisation a bon dos quand aujourd'hui l'Union européenne n'est pas une civilisation. Mais ça l'est pour personne dans ce monde, quoi. L'Union, non. L'Europe, c'est autre chose. Mais en fait, c'est intéressant parce que ce tour de passe-passe sur la notion de civilisation en Europe, on a beaucoup attaqué Giorgia Meloni là-dessus. Tu le disais, en disant qu'elle nous avait beaucoup déçus. Je rappelle que elle a déçu ceux qui croyaient en elle. Tu vois, il y a que des mecs qui se disaient c'est bon, on est de retour, c'est le retour de la civilisation. Elle a jamais dit ça, elle. Elle a jamais dit ça. Elle a toujours assumé être parfaitement libérale. Donc en fait, elle a déçu que ceux qui avaient placé de l'espoir en elle. Sauf que elle est libérale et comme dans toute logique libérale, l'économie et la libre circulation des marchés et des capitaux et des personnes passent au-dessus que n'importe quel combat civilisationnel ou quoi. Donc, je trouve que c'est un peu un faux procès qu'on lui fait. Évidemment qu'elle va décevoir parce qu'en fait, dès le départ, dans son programme, c'était marqué qu'elle allait réduire les subventions aux travailleurs. Bon, et on s'est quand même dit, attends, sur Lampedusa, peut-être qu'elle va nous régaler. Non, elle s'en bat les couilles. Tant que c'est une main-d'œuvre pas chère, elle prend. Parce que c'est la thématique européenne et c'est une notion primordiale dans l'esprit marchéiste de l'Union européenne. C'est un point, oui, c'est vrai que je suis vraiment d'accord avec toi, c'est très juste ce que tu dis sur ce rappel-là, et je me le prends aussi volontiers pour moi, parce que c'est vrai que parfois je peux critiquer Giorgia Meloni sur son rapport à l'UE, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce rappel, que effectivement elle n'avait jamais eu des promesses claires qu'aujourd'hui elle prend à contre-pied. Ça c'est très important de le rappeler. Pour autant, on a quand même cet aspect-là du coup qui rejoint ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, mais sur l'usine à l'usine à candidats que représentent les médias, avec cette capacité du coup à
amplifier ces fausses promesses ou ces fausses attentes. Et aujourd'hui, Giorgia Meloni, on l'avait présenté quand même comme l'héritière de Mussolini. Enfin, on a eu des choses en France, bien sûr. Oui, bien Libération, sûr, voilà, qui nous fait la nausée en une fois une fois par mois. Bon, bah, là, c'était sur Meloni. On a aussi ça où on comprend qu'il y a une fabrication de crainte, une fabrication de peur. Et je suis d'accord avec toi qu'elle n'a jamais incarné. Mais parce que la détestation en politique est une notion qui est fondamentale. C'est que depuis 40 ans, on ne vote plus et on n'agit plus politiquement pour un candidat. On agit toujours contre. On se prépare contre quelque chose, on se construit contre un ennemi, imaginaire ou pas. Et Giorgia Meloni, c'était ça. C'était, on s'oppose à Giorgia Meloni parce que elle serait fasciste ou quoi, alors qu'en fait, elle était parfaitement libérale. Tout comme tous les candidats qui proviennent du système médiatique sont parfaitement libérales et répondront parfaitement aux attentes de l'Union européenne. Ils auront leur petite subvention d'enculés, ils font leur petits 300 000 migrants par année. Ils le feront parce que c'est une logique libérale et que je suis pas sûr que le système aujourd'hui puisse tolérer l'avènement d'un candidat ou d'un parti qui renverserait la table. Pas par esprit d'anarchie, mais parce que pour reconstruire sur des bases saines, il faut poser les bonnes questions à l'Union européenne et pas seulement je vous dois combien. C'est des vraies questions. Quelle est votre utilité? Tout comme il faut poser des vraies questions à l'État. Moi, c'est ce que je dis dans mes vidéos. Hein. C'est la question qu'on doit se poser quand on vote, c'est quelle est la place de l'État dans ma vie? Quelle doit être la place de l'État dans ma vie? Quel doit être le rôle de la sécurité? Qui doit assurer la sécurité? En fait, toutes ces questions-là, et des questions évidemment éminemment économiques. Quel est le rôle de l'État dans l'économie? Pour quel État une population doit exister? Enfin bref, c'est toutes ces notions-là. Je pense que le système médiatique ne laissera pas passer une candidature qui remet toutes ces notions-là en cause. Je pense, c'est mon avis personnel. Ouais, mais absolument. Mais pour rebondir justement sur cette logique-là de la haine et du rejet comme moteur principal à l'élection, est-ce que, alors c'est pas pour m'acharner sur Éric Zemmour, c'est vraiment une question pour pour interroger la chose. Hein. Mais est-ce que au fond, Éric Zemmour, sachant cela, là encore parce qu'il est intelligent, il a un regard sur la vie politique française depuis 40 ans qui est quand même pertinent, qu'on l'accepte ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, sachant cela. C'est une question peut-être un peu con, mais pourquoi s'est-il engagé? Parce que au fond, il fait l'erreur qu'on a reproché à Christiane Taubira en 2002 d'aller affaiblir Jospin qui était en bonne place. On pourrait faire ce même procès à Zemmour de dire au fond, en bonne place certes, on est sur des résultats inférieurs, mais les 7% de Zemmour peuvent peut-être largement profiter à Marine Le Pen. Et en tout cas, la détestation de Zemmour qui a été mise en épingle, qui a été vraiment mise en avant, elle a permis à Macron de devenir un petit peu plus présentable, on va dire. Malgré un tel bilan. Je pense que la détestation de Zemmour a permis surtout à Marine Le Pen d'être plus présentable. Et elle a permis elle a servi un peu, j'aimais bien une expression du Point qui disait que ça avait servi de paravent. Paratonnerre, pardon. Donc ça a attiré toutes les foudres médiatiques et comme Deo Gracias, le système médiatique ne peut pas encore se dédoubler, lorsqu'on attaquait Éric Zemmour, on n'attaquait pas Marine Le Pen qui a fait une campagne qui est, quoi qu'on en dise, assez bonne, même si elle était assez en retrait. Elle a fait une campagne sur le terrain, ce qu'a pas fait Éric Zemmour. Hein. Jusqu'au débat de l'entre-deux tours quand même. Parce que mais évidemment, une minute 30 sur le Covid et 3 références à McKinsey, faut pas déconner quand même. Non, bien sûr. Non, mais attends, tu me diras quand est-ce qu'il faut que j'aille vomir. Non, mais évidemment qu'à partir du second tour, on a tout perdu avec Marine Le Pen. Mais je parle du premier tour. Je pense qu'elle a fait plutôt une bonne campagne. Et Éric Zemmour a servi les intérêts de Marine Le Pen en étant justement ultra exposé et en prenant toutes les critiques qu'on pouvait faire à Marine Le Pen jadis. Sur la gueule et sur son parti. Et donc ça, je pense que plus qu'à Emmanuel Macron qui a, comme c'était prévu par le système médiatique, qui a été élu par rejet. Voilà, c'est classique, hein, tu mets n'importe qui face à Marine Le Pen, le n'importe qui passe. Si t'as des velléités de présidentialité, Rémi, vas-y. Hein. Donc... Non, moi je vise la FIFA là. Là je me dis la France c'est foutu, je vise la FIFA, c'est roue libre là. Là je le sens bien en ce moment. Mais si jamais t'as violé des meufs, tu peux y aller hein. Ouais, alors non, j'en suis pas encore là, mais moi c'est l'aspect pognon qui m'intéresse bien là. Ah oui, OK. D'accord, OK. Bon pas de souci. Non. Il y a un quota. Oui, voilà, c'est clair. Non mais c'est vrai que tout cet aspect politique est très intéressant à rappeler. Alors, on vient un petit peu hurler dans le désert, mais parce que 2027 à mon avis sera la même salade, mais bon, affaire à suivre. On en reparlera en tout cas. Et
Pour aller sur la suite de nos échanges, voilà, passionnant, ce troisième volet. Alors là, on est un peu plus dans les idées. Donc là, faut s'accrocher. Si vous êtes habitué à BFM TV, là, faut éteindre la télé. Là, c'est foutu. Là, faut éteindre le YouTube. Sur une question qu'on voit beaucoup revenir, avec un personnage que tout le monde s'arrache. On a beaucoup Orwell, mais c'est aussi la figure de Gramsci. Donc, ce philosophe emprisonné, que tout le monde se dispute, qui lui vient d'abord de l'extrême gauche, aujourd'hui très revendiqué intellectuellement par la droite et l'extrême droite. Mais on a un principe très important aujourd'hui, qui est celui d'hégémonie culturelle. Et donc ce combat finalement de dire, pour vaincre quelque chose, pour mettre un pays à genoux en tout cas et imposer son idéologie, il faut vaincre les esprits petit à petit. Alors on va bien sûr parler du courant woke, on va parler de tout ça, mais d'abord une question un peu plus sur toi. Est-ce que par rapport à cette question-là d'hégémonie culturelle, est-ce que tu donnes une finalité spécifique à ton travail, ou est-ce que tu es plus dans quelque chose d'une réaction de citoyen, voilà, que tu veux partager comme ça? Comment tu conçois cette question-là par rapport à ton boulot? Est-ce que je vais me donner une finalité? Je pense pas que je veuille donner une finalité, en tout cas certainement pas électorale. J'incite vraiment personne à voter pour tel ou tel parti. J'ai incité, ça je l'assume, à ne pas voter pour Emmanuel Macron. Par humanité, hein. Mais non, je pense que une des finalités que je donne, ce serait peut-être d'assumer ce qu'on pense, pas forcément que sur le plan politique, mais d'assumer ce qu'on pense de manière générale, d'assumer et de travailler ce qu'on pense, de travailler la rhétorique de ce qu'on pense, de travailler le bien fondé de ce qu'on pense, et finalement de faire advenir le bon sens. Voilà, je pense que c'est le principal message que j'ai, et qu'en fait quand tu regardes mes vidéos, alors je sais que je suis traité d'extrême droite à chaque fois que je prends la parole, mais quand tu regardes vidéo, t'as assez peu de références politiques en soi. Si on fait un peu d'histoire de la pensée politique, l'extrême droite, elle est définie politiquement et économiquement. On sait ce que c'est, on sait où elle habite politiquement et économiquement. C'est pas mon cas. Je me suis jamais défini comme tel, et j'ai jamais correspondu à la notion qu'on se faisait d'extrême droite. Non, je pense que ce serait juste le bon sens, quoi. Et une fois sur cette base de bon sens, voguez, prenez vos distances avec ce que je dis, proposez d'autres choses, mais au moins basez-vous sur le réel et sur le bon sens. Ça doit être la finalité politique de mon message, c'est ça. À deux doigts de parler de juste milieu, quoi. Ça va, ça te dérange pas, Gad Elmaleh, là? Non, mais c'est intéressant ce rapport-là, et ça amène donc à cette question que je voulais te poser sur la notion d'hégémonie culturelle, parce que on prend une figure de l'étranger avec un E majuscule, hein, de Camus à aujourd'hui. Alors non, c'est pas le nouveau dossier Télérama de la littérature, mais cette figure de l'étranger comme ennemi perpétuel qui revient dans tous les débats politiques, on en parlait, qui est une figure de rejet qui va attiser en tout cas les débats, parfois les haines, ça dépend pour qui, mais surtout les débats. Mais au fond, aujourd'hui, on voit ce rapport-là politique qui est bousculé, parce que le courant woke, parce que des universitaires très engagés, des universitaires activistes aujourd'hui, qui est quand même une figure curieuse à conceptualiser, mais ça existe, même du côté de nos politiciens qui, on le voit, ne veulent pas forcément le bien-être des citoyens. Est-ce que finalement cette figure de l'étranger comme figure perpétuelle, comme ennemi perpétuel, pardon, ça te semble encore cohérent? Ou au fond, si on le dit de manière très grégaire et un peu con, même des blancs peuvent vouloir du mal à d'autres blancs? Ou c'est valable avec toutes les couleurs de peau, hein, vous mettez toutes les déclinaisons. Ouais. Donc là, c'est expressément le wokisme en fait dont il est question. En ligne de mire, bien sûr. Mais avec, comme je disais, le courant universitaire qui se rapporte pas forcément au wokisme, mais aujourd'hui, on a une volonté de bousculer un petit peu l'ordre établi et les pensées établies sur bien des questions. Sur la notion d'étranger, qui est pas forcément liée à celle de la détestation, parce que l'étranger est simplement un constat sur soi, c'est-à-dire qu'il y a nous et il y a l'autre. Pas forcément, il y a pas forcément une détestation de l'autre, mais en tout cas, il y a une différenciation de nous et de l'autre. D'ailleurs, je pense que c'est un des avantages du wokisme et même de l'immigration de masse, c'est qu'elle nous permet à nous autochtones de se rendre compte de qui on est.
Ça nous interroge sur qui nous sommes et ce qu'on veut. Et en fait, ça participe à un projet de société, paradoxalement, même si on peut voir ça extérieurement comme une menace sur notre société. En fait, ça nous amène à nous poser des questions sur qui nous sommes et ce qu'on veut. Donc, cette notion d'étranger, moi, je la rejette pas, et même je pense qu'elle est fondamentale dans n'importe quelle société. Que l'on parle des sociétés romaines qui avaient des limes, donc une différenciation physique et géographique de ce qui était romain et ce qui était étranger, barbare entre guillemets, et même dans toutes les sociétés modernes, il y a une notion de nous et de l'étranger. Donc moi je suis vraiment, je suis pour que cette différenciation reste, et même qu'elle s'inscrive dans des lois politiques. Je pense notamment à la préférence nationale. Maintenant, c'est vrai que ce wokisme-là, enfin parce que en fait le wokisme est quand même une conjugaison assez maladroite entre la French Theory, entre la pensée marxiste, même si elle reprend absolument pas tout le marxisme, hein, parce que le vrai marxisme est quand même à des bases économiques, et comme je disais dans ma vidéo sur les beaufs, le wokisme c'est après un malin plaisir à évacuer la notion économique pour ne faire valoir que la notion raciale, que la notion quasiment ethno-raciale, hein, en fait, c'était sur l'immigration en banlieue. Enfin, toujours est-il que ce wokisme-là est en train de nous faire nous, genre les hommes blancs, toi aussi, mec, Rémi. Tu ne sais pas, je suis à moitié libanais, donc tu n'as aucune preuve. Voilà. Non, mais en train de faire de nous des personnalités de rejet. Et ça, c'est une innovation assez forte dans le discours médiatique et culturel, dont tu parlais d'hégémonie culturelle. Mais c'est-à-dire que nous, les Français autochtones, on devient la détestation commune, en fait, sur notre propre territoire. Et ça, je pense que c'est très dangereux. Alors, évidemment, c'est la critique que j'entends souvent sur mon discours. On dit oui, mais les wokistes, ça représente rien. En fait, c'est plus compliqué que ça. C'est que ça représente humainement et électoralement pas grand-chose. Ça, je vous l'accorde très volontiers. Maintenant, ça a il y a un indice de performance de cette population-là qui est monstrueux, parce qu'ils sont dans toutes les sphères dirigeantes, ils sont dans toutes les sphères culturelles, toutes les sphères médiatiques, toutes les sphères intellectuelles. L'ensemble du campus universitaire est évidemment acquis à leur cause. Donc, ils représentent beaucoup, et nous, hommes blancs, justement, on a un poids électoral assez fort, puisqu'on représente beaucoup de la population française. Maintenant, on a un poids intellectuel, médiatique, culturel, sociologique et universitaire très faible. Donc, on va devenir notre propre objet de détestation dans les prochaines années si on fait rien. Et c'est en ça que c'est intéressant. Et sur cette question-là, pour essayer d'apporter du positif, même si on parle de quelques bruissements, hein, il y a quand même quelque chose qui me semble très intéressant sur un domaine, disons secondaire, mais qui est en lien clair avec cette question, qui est le domaine du sport. Je crois que tu l'avais déjà évoqué, sur l'arrivée de personnes donc transgenres dans des catégories hommes-femmes, et donc le fait que, d'ailleurs, souvent des hommes vers la catégorie femme, le plus souvent. C'est jamais l'inverse, hein. Voilà, c'est très 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 rarement l'inverse. On a rarement vu une femme aller se battre avec une fausse barbe chez les poids moyens. Clairement, voilà. Statistiquement, j'ai pas de chiffre précis pour le coup, mais je crois qu'effectivement, il y a un gros pourcentage d'hommes vers les catégories femmes, et donc de fait, les performances sont explosées. On voit des records qui sont déboîtés de partout, notamment dans le milieu universitaire aux États-Unis, qui est très riche avec ces cas d'école, c'est le cas de le dire. Et est-ce que finalement, on va pas avoir tôt ou tard un retour du réel, avec une question qui était difficile à poser il y a encore 10 ans, qui était de dire, mais sur le plan du sport, les hommes, dans bien des sports, pas tous, mais dans beaucoup de sports, ont de meilleures performances que les femmes. Une question qui était déjà très dure à poser avant, mais aujourd'hui, elle va devenir inévitable. Parce qu'on va le constater de plus en plus. Et est-ce que ce retour au réel n'est pas le sens même, on encule un peu quelques mouches, mais de parler, quand on parle de révolution woke, au sens de la révolution, c'est-à-dire du tour, et on va revenir finalement à un réel, à quelque chose de basique finalement. La révolution, étymologiquement, c'est le retour. En fait, absolument. C'est évolution. Bref, mais oui, carrément, carrément, et même plus généralement, je pense qu'on assiste aujourd'hui à un retour inespéré de la biologie. C'est-à-dire que c'était une notion qui était complètement dépassée, parce qu'on vit dans des sociétés qui sont évoluées, et donc du coup qui n'ont pas à se baser sur des critères biologiques
pour construire une société. Justement, c'est dépassé depuis 100 ou 150 ans, parce que justement, c'est une société qui est évoluée et donc qui a mis derrière les aspects physiques de la personnalité. Et cette révolution woke, justement, nous amène à nous poser des questions fondamentales telles que, tu l'as dit, hein, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, quelles sont les différences entre les deux, comment concilier des constructions biologiques avec une construction sociale. Enfin, tu vois, c'est des notions qui sont, c'est vraiment l'enfant bâtard du wokisme, ce retour de la biologie. Et moi, j'en suis très content parce que tu l'as dit, on voit des trucs complètement lunaires, genre des gonzesses à barbe qui sont plus stock que moi et qui se mettent à dormir avec des gamines de 6 ans parce qu'elles s'identifient comme bébés. Bon. Tu vois, et en fait, et je pense que même au-delà de ça, on est une risée civilisationnelle et humaine auprès du monde entier de tolérer ce genre d'abus. Et puis, en plus, parfois, avec des phénomènes qui avancent masqués, je pense aux travaux de Marie-Jo Bonnet, qui explique que, au fond, quand on voit des hommes qui entament une transition pour devenir des femmes, et c'est souvent, là encore, statistiquement, la grande majorité, on a finalement une victoire déguisée du patriarcat dans le fait que l'homme devient tellement puissant qu'il prend la place de la femme dans la société. Et ça aussi. Et j'irais même au-delà. Alors, c'est très, très juste de dire que c'est une victoire de l'homme, en tant que catégorie sexuelle. De fait, ça l'est, parce que la natation soit gagnée par Jean ou Henri qui s'identifie Mégane et qui finalement devient Bernard, c'est l'homme qui gagne in fine. Et j'irais même au-delà. C'est une victoire du patriarcat, tu l'as dit. Une victoire de l'homme, tu l'as dit, mais c'est surtout une victoire de la perception de l'homme sur la femme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu vois des femmes faire une transition vers, quand tu vois des hommes faire une transition vers la femme, elles prennent les attributs et les caractéristiques physiques d'une femme, mais vulgaire. Tu vois, elle s'habille, elle met du fond de teint à ne plus savoir qu'en faire, à mettre des talons aiguilles, elle parle. En fait, elles deviennent des clichés de ce qu'elle percevait comme étant la femme. Tu vois. Donc ça devient finalement un retour de la femme entre guillemets comme caractéristique un peu extérieure. Donc je pense que ce wokisme-là est en train de tuer et ce qu'elle pensait comme la liberté de la femme et surtout ce qu'elle pensait comme la place de la femme dans la société, parce que in fine ce wokisme-là va faire advenir une génération d'hommes qui s'identifient femmes ou pas comme maîtres en fait de notre société. Et il y a même une notion plus j'allais dire plus libérale. Moi je suis un peu un antilibéral de base profond, mais je pense que la société dans laquelle on vit qui veut nous faire croire qu'on est fluide, ça c'est la notion un peu queer, fluide, qu'on n'a plus d'attache, qu'on n'a plus de nation, qu'on n'a plus de genre et compagnie, c'est exactement ce qu'attend de nous le marché. Parce que qu'est-ce qui peut s'opposer au marché et à la libre circulation des hommes, des capitaux et tout? C'est la nation et c'est les fondements biologiques. C'est-à-dire que non, je vais pas aller vivre à Abu Dhabi parce que ma terre elle est là et que j'ai envie d'y rester. Tu vois. Et c'est en fait ces barrières-là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un lien entre wokisme et capitalisme à outrance. On l'a vu avec la GPA, je crois c'est ça, ou la PMA, qui était défendue par les wokistes de base, alors que c'était juste une esclavagisation des catégories précaires, parfois même extérieures géographiquement à notre pays. Enfin bref. Je m'égare un peu, mais non, mais c'est passionnant. C'est toujours intéressant de rappeler le lien fondamental qui existe entre le wokisme et le capitalisme. Le wokisme est un fruit, je l'ai dit, du marxisme, même s'il reprend pas les notions économiques qui sont fondamentales dans le marxisme, un fruit de la French Theory, mais surtout une conjugaison de ces aspects-là avec le capitalisme. Ça, c'est très important de le comprendre. Et que l'individu fluide, c'est le consommateur et le travailleur par excellence. Celui qui n'a pas d'attache et qui peut aller n'importe où, aller se faire enculer par n'importe qui, parce que justement, il n'a pas de protection. Et pas la notion de retour au réel. Et sur ce que tu dis, j'y souscris 1000 fois. Et je le pousserai peut-être même encore un peu plus loin en faisant le lien entre ce courant transgenre qui s'installe de plus en plus, où l'individu l'individu consommateur tout bonnement en arrive à choisir son sexe comme il irait acheter des rillettes chez Intermarché, et au bout de cette ligne-là, on a aussi l'aspect transhumaniste.
C'est-à-dire, quand demain, si Elon Musk réussit son pari de Neuralink, aujourd'hui c'est dans la tête d'un porc, mais un jour peut-être ce sera dans la tête de Gérard Larcher, on n'aura pas encore évolué, mais peut-être qu'un jour on sera sur de l'humain et quelque chose de monnayable qu'on pourra acheter très facilement dans des cliniques qui nous foutront ça dans la tête. Bien sûr. Et on sera sur le même rapport finalement de gens qui ne conçoivent même plus les limites du réel et de leur capacité initiale. Mais c'est une détestation, que ce soit le transhumanisme ou le wokisme, c'est une détestation de l'humain. Je pense avant tout, parce que l'humain, c'est pas uniquement notre organisme, c'est surtout nos fondements et nos limites. Et c'est dans l'amour et dans la compréhension de nos limites qu'on devient des personnes accomplies. Et en fait, se prendre, c'est pour ça que je sais plus qui disait ça, mais que le wokisme est une forme de, c'est la détestation de l'humain à travers la détestation de l'Occident. Comme très marqueur en fait, comme fondamental. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'aiment pas qui ils sont avant de nous détester nous en tant qu'hommes blancs, cisgenres et compagnie. C'est des gens qui n'aiment pas qui ils sont et qui veulent vraiment faire la tabula rasa, quitte à devenir des espèces d'enfants sauvages prêts à s'auto-enfanter. Parce que je pense que c'est un peu ça le fantasme du transhumanisme ou du wokisme, c'est de s'auto-enfanter, d'être son propre père, de pas avoir de parents, d'être le libéral absolu quoi. Ouais, oui, l'individu plus isolé que jamais, effectivement. Ouais. Voilà, c'est ça. Quelle discussion. On est parti vraiment dans beaucoup de domaines, cher Georges. Un immense merci déjà pour tout ce que tu nous dis, pour toutes tes réflexions. Et je sais que tu cites souvent des bouquins. On va finir sur un petit moment, la grande librairie. Un petit conseil, peut-être d'un bouquin qui te plaît bien, un truc soit que tu parcours en ce moment ou d'un truc que tu as bien kiffé récemment pour conclure, voilà, sur une petite note. Voilà, comme ça. On va rester un peu dans j'en ai plusieurs. Bon, on va rester dans la discussion qu'on avait sur le wokisme, et je te citerai un bouquin qui s'appelle, je le cite tout le temps dans mes j'en ai deux. Allez, Allez, vas-y. Je les cite tout le temps. Ouais, évidemment, il y a les travaux de Maurice Berger, le pédopsychiatre, sur la sécurité, sur l'immigration, sur la notion de justice, sur la notion d'appréhension de la justice, qui est vraiment un truc qui me touche beaucoup, pas parce que je suis un délinquant sexuel, même merci de le rappeler, mais parce que c'est important dans nos sociétés d'avoir des fondements de la justice importants, d'avoir des fondements de la justice neutres, impartials et objectifs. Et c'est exactement ce que fait Maurice Berger. Donc ça, c'est le premier bouquin. Et le deuxième bouquin, c'est le danger sociologique de je crois que c'est Étienne Géhin, qui justement déconstruit la sociologie entre guillemets de l'excuse. Et en partant de cette sociologie de l'excuse, il construit une espèce d'alter-sociologie beaucoup plus ancrée dans le réel, on le disait, pas forcément biologique, mais ancrée dans le réel, et qui va à l'encontre de tout ce qu'on appelle les déterminismes sociaux, qui nous a été popularisé par Pierre Bourdieu et Michel Foucault quand ils violaient pas des gosses. Donc je pense que c'est deux bouquins, ouais. Étienne Géhin et Maurice Berger. Voilà, le rendez-vous est pris. Voilà, c'est fait. Rendez-vous chez nos libraires pour se procurer tout ça. Georges, merci beaucoup. C'était au top. Voilà. Ouais, merci à toi. T'es le bienvenu sur Juste Milieu. On se retrouve bientôt. Chers spectateurs. Vas-y. Mais non, mais viens sur ma chaîne, toi. Bah, bien sûr. Alors là, avec le match retour. Le match retour, j'amène le pâté. Match retour. Ça marche. Ça marche. Donc, chers spectateurs, le rendez-vous est pris. Allez, bien sûr, découvrir la chaîne de Georges pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et on se retrouve très bientôt sur Juste Milieu. Vous connaissez la chanson. Prenez soin de vous et à très bientôt.